Qu'on a perdu la liaison avec Daniel Ziri, peut-être qu'on la retrouvera un petit peu plus tard. J'accueille dans ce studio Colette Avital, bonsoir. Vous êtes ancienne consul d'Israël à New York, donc vous connaissez bien évidemment ce pays, les États-Unis. Et puis avec vous, Ephraim Herrera, bonsoir, docteur en histoire des religions, spécialiste de l'islam. Vous êtes l'auteur notamment de ce livre, Le djihad de la théorie aux actes, et avec vous on va essayer de comprendre d'ailleurs ce qui a pu guider cet attentat. Tout d'abord un mot avec vous, Colette Avital. On voit qu'une nouvelle fois les États-Unis se posent les mêmes questions, débat sur le contrôle du port d'armes et difficulté aussi à reconnaître qu'il s'agit peut-être d'un attentat terroriste islamiste tel qu'on en a eu en Europe ou on en a ici en Israël. Ça n'a pas été... Je crois qu'on se pose énormément de questions. Premièrement, l'efficacité de la police. Ils ont mis 4 heures entre le début de la fusillade jusqu'au moment où ils sont rentrés. Deuxièmement, effectivement, et je crois que ceci sera aussi l'un des thèmes principaux qui sera débattu pendant toute cette période électorale, on a encore 5 mois jusqu'aux élections, le port d'armes. Troisièmement, la FBI connaissait déjà cet individu. Il a été saisi 2 fois, il a été poursuivi en 2003 et 2004. Comment se fait-il qu'il a été relâché? Comment se fait-il qu'on n'a pas réussi à se rendre compte? Il y a des moyens, il y a des méthodes pour savoir si quelqu'un est sérieux ou pas, s'il va assassiner des gens ou pas, en plantant, par exemple, un agent secret qui pourrait le tenter. Mais tout ceci, ce sont des questions qui se posent au niveau de l'efficacité, effectivement, dans le combat contre le terrorisme. Bien sûr, il y a énormément de manipulations politiques. Comme nous sommes en pleine période électorale, il y a eu une réaction, je dirais, assez cynique de la part de Trump. Il y a eu des larmes versées par Obama qui semble être assez sentimentale. Et il y a une position, disons, un peu plus centrée, un peu plus pragmatique de Hillary Clinton. La question qui se pose, est-ce que oui ou pas, cela aura un effet sur les élections aux États-Unis? C'est trop tôt pour le dire, on a encore 5 mois. Alors on va y revenir évidemment parce que les réactions ont été, vous l'avez dit, assez contrastées d'Obama à Trump en passant par Hillary Clinton. Avec vous, Ephraim Herrera, un mot sur le profil finalement de ce terroriste, de ce tueur. Est-ce qu'il faut l'appeler terroriste? Est-ce que pour vous c'est clairement un acte terroriste inspiré, comme l'a dit ce soir la Maison-Blanche, inspiré par Daesh, mais peut-être pas commandité par Daesh? Il est commandité parce que la théorie de Abu Moussa Bessouri, qui est l'idéologue de l'État islamique, a écrit clairement que la méthode à employer contre l'Occident, c'est de commettre des actes terroristes par des personnes qui ne sont pas affiliées officiellement à l'État islamique, ce qui va rendre difficile le travail des services de sécurité qui ne pourront pas mettre des agents et suivre justement ces loups solitaires. Donc c'est l'application d'une théorie. Et on a le fait de base que ce Omar Mateen est un musulman croyant qui dit lui-même avoir prêté allégeance à El-Baghdadi. L'État islamique a revendiqué cet attentat et de plus, on sait que le porte-parole de l'État islamique, El-Adnani, a déclaré avant le mois du Ramadan du fait que l'Occident ne laisse pas venir les musulmans qui veulent participer à la guerre en Syrie et en Irak, il faut perpétrer des attentats en Europe et en Amérique. Donc on a tous les éléments pour affirmer de manière quasi certaine qu'il s'agit bien d'un attentat de l'État islamique selon la stratégie élaborée par l'État islamique. Alors on va revenir sur la cible également qui n'est sans doute pas anodine dans un instant. Je voudrais que Christian Mallard nous rejoigne dans cette discussion, notre consultant diplomatique depuis Paris. Christian, vous avez suivi les différentes réactions depuis hier, notamment celle de Barack Obama, qui n'a pas clairement désigné cette tuerie comme une attaque terroriste islamiste. Moi, je pense que ce qui est aberrant, c'est que Obama se refuse à voir la réalité en face. Je disais tout à l'heure, il est un peu atteint de cécité politique. Il ne veut pas parler d'islam radical et de terrorisme islamiste. Et pourtant, c'est la réalité. Et puis, il faut bien qu'il comprenne que l'hyperpuissance américaine, l'Amérique, quelque part, elle est comme la France, la Belgique et certains pays européens qui sont infiltrés par des sympathisants, par des agents de Daesh qui peuvent frapper à l'intérieur. Il y a même aux États-Unis un certain nombre de mosquées très radicalisées, à Chicago, dans le New Jersey, à New York, à Washington. Alors, si vous voulez, je pense que ça fait partie d'un tout. Maintenant, il y a un paradoxe, en effet, c'est qu'au moment
où Daesh subit beaucoup de revers et perd du territoire en Irak, en Syrie et en Libye, eh bien on le voit, des agents indirectement ou directement frappent les États-Unis à l'intérieur. Alors il y a Donald Trump qui évidemment lui est en pleine campagne, Christian, et qui lui tient une position évidemment diamétralement opposée de celle de Barack Obama ou d'Hillary Clinton. Ben, j'ai envie de vous dire, c'est difficile à dire, mais cet attentat va servir les intérêts de Donald Trump. C'est du pain béni pour sa campagne. Mais je me laisse dire, alors ça il faut voir la suite, on vérifiera les faits, que Donald Trump pourrait s'appuyer sur une loi de 1952 qui n'a jamais été abrogée et qui rejetait l'islam. Et que Harry Truman s'était appuyé à cette époque-là sur cette loi pour refuser l'entrée de certains immigrants aux États-Unis. Et même Jimmy Carter, en 1980, au moment des affaires des otages américains de Téhéran, qui a duré 444 jours, Jimmy Carter avait fait en sorte qu'on ne laisse pas rentrer des Iraniens sur le sol américain et en a même expulsé. Donc on verra la suite. Maintenant, j'ajouterai un dernier élément, Jean-Charles, ce soir, et Colette Avital, que je salue au passage, faisait allusion à Hillary Clinton tout à l'heure, mais il me semble qu'après sa déclaration sur CNN ce soir, Hillary Clinton, quelque part, par calcul politique, ne soyons pas dupes, a commencé à s'aligner quelque part sur la position ferme de Donald Trump concernant le terrorisme, en disant que finalement, l'islam radical avait peut-être en effet frappé Orlando. Alors on verra la suite dans la campagne. Merci Christian Mallard, en direct de Paris, Colette Avital. C'est vrai que Hillary Clinton ce soir a peut-être droitisé un petit peu son discours. Oui, mais la différence que je veux dire, c'est que en réagissant tout de suite sur le Twitter, ce que Donald Trump a fait, c'est de dire « Ah les copains, vous voyez, j'avais raison ». C'est-à-dire aucun mot de sympathie, aucun intérêt à ce qui s'est passé, aucun mot pour les victimes. Non, c'est moi qui avais raison. Et je crois que dans cette affaire, Trump, qui a commencé cette campagne électorale en n'espérant pas être élu, et qui au fur et à mesure a commencé à retenir plus et plus de sympathie en utilisant peut-être aussi la peur, utilise ceci beaucoup plus que les autres. C'est-à-dire, il y a une utilisation assez cynique de sa part. C'est la seule chose que je voulais dire. Bien sûr, si vous parlez de Hillary Clinton ou si vous parlez d'Obama ou si vous parlez de Trump, ils vont tous les trois dire qu'ils vont lutter contre le terrorisme. Je crois que c'est la politique affirmée, confirmée, la politique officielle des États-Unis. La question est comment ils vont le faire, de quelle manière, et en plus, si vous voulez, ce qui caractérise Trump, c'est l'homophobie, c'est le fait qu'il veut interdire l'entrée, comme l'a dit Christian Mallard, l'entrée des musulmans, lock, stock and barrel, c'est-à-dire tout le monde aux États-Unis, c'est l'homophobie, c'est vraiment beaucoup d'extrémisme qu'on ne revoit pas chez les autres, qu'on ne retrouve pas chez les autres. Les Américains vont peut-être avoir tendance à se réfugier dans cette voie-là parce que c'est évidemment quelque chose qui effraie aujourd'hui. Écoutez, si vous parlez des statistiques, vous avez dit, et avec raison, que c'est la fusillade la plus importante, la plus sanglante qu'il y a eu depuis 9/11. Bien sûr, mais au cours d'une année, il y a eu 475 fusillades aux États-Unis. Seulement 2 entre elles ont été perpétrées par des musulmans. C'est-à-dire que ce qui se passe aux États-Unis, cette violence n'est pas nécessairement seulement et surtout pas celle des musulmans. Et je crois qu'au cours de ces mois, d'abord, j'ai vu ce qui se passe à New York. Je suis convaincue qu'il y aura des manifestations. Il y a certainement beaucoup de sympathie pour les homosexuels et pour les droits de l'homme. Mais je crois que l'opinion publique américaine a tendance d'oublier assez vite. Et la question est qu'est-ce qui va se passer entre maintenant et novembre, on a encore 5 mois. Si ceci va se répercuter, effectivement, je crois que Trump ou les gens qui soutiennent Trump vont probablement donner beaucoup plus de soutien à Trump. Mais si ceci ne va pas se répercuter, je crois que ce qui va se passer probablement sera aussi le thème débattu du port de l'arme. Alors, Ephraim Herrera, je voudrais qu'on revienne sur la cible, parce que ça aussi, Daesh, évidemment, mène une guerre, déjà on l'a vu en Syrie, contre l'homosexualité. Donc,
Finalement, il y a un lien aussi qui est fait là-dessus. Absolument. Je pense que le choix de la cible n'est pas un choix fortuit. Si on prend le rapport à l'homosexualité dans l'islam, on doit distinguer entre d'abord le droit musulman, ensuite comment il est appliqué dans les pays musulmans et quelle est l'opinion des musulmans des pays occidentaux. Dans le droit musulman, l'homosexualité est considérée comme une très grave faute. Ça figure dans le Coran. On les appelle le peuple de Lot, en référence aux événements qui sont rapportés aussi dans la Bible, bien avant dans la Bible. Et c'est passible de mort. C'est passible de mort chez tous les décisionnaires de la Sunna, à l'exception du rite Hanifi, et chez les chiites. L'Iran qui a d'ailleurs condamné ce soir, je le précise, cet attentat terroriste. Ce qui démontre pas mal d'hypocrisie. Ouais. Mais c'est quand même passible de mort en Iran, Justement pour cela. D'accord. Donc on a première base, le droit musulman impose la peine de mort. Il y a une discussion pour savoir si ce sont les deux partenaires ou seulement celui qui est actif. Je suis désolé de rentrer dans ces détails. Et il y a une discussion sur la manière de mettre à mort. Est-ce que c'est par le feu, par l'épée ou en jetant du haut d'un mur? L'État islamique, en général, adopte la méthode combinée de jeter du haut d'un mur et ensuite de lapider si la personne, l'homosexuel, n'est pas encore mort. C'est ce qu'on voit sur cette image qui est publiée dans Dabiq, la revue en anglais de l'État islamique. Je vais vous citer aussi ce que dit l'État islamique dans Darul Islam, qui est la revue en français. Donc on a le texte sans traduction et sans changement. Le parachèvement de la corruption des mœurs en Occident a été accompli lors de ce qu'ils nomment la révolution sexuelle dans les années 70. Les mêmes mains judéo-maçonniques, nous sommes les coupables, judéo-maçonniques, qui avaient chassé la religion de l'école, y firent entrer la fornication, l'homosexualité, le meurtre d'enfants, poliment nommé avortement. Ces pratiques ont été banalisées et même encouragées. Donc on a une base claire dans le droit musulman, on a une base claire pour l'État islamique. Plus de 90% des musulmans dans les pays musulmans prônent une punition pour les homosexuels. Les pays musulmans se répartissent entre ceux qui prônent une punition, c'est-à-dire l'emprisonnement, ou la peine de mort. Et vous avez plus de 50% des musulmans aux États-Unis qui prônent une punition pour ceux qui pratiquent l'homosexualité. Donc on a donc un phénomène massif dans l'islam. De là à envisager ce qui s'est passé là aux États-Unis, Coletta Vital, parce que les Américains sont touchés de plus en plus, comme l'Europe. Aujourd'hui, vous avez l'impression que les Américains ont sous-estimé ce qu'on peut appeler un ennemi intérieur, parce que ces attaques viennent de l'intérieur. Non seulement l'ennemi intérieur. Ils se sont dit pendant très longtemps que le terrorisme se passe au Moyen-Orient, qu'il se passe en Europe, mais qu'il n'arrivera pas aux États-Unis. Ce n'est pas seulement le phénomène de l'islam et des gens qui se trouvent à l'intérieur des États-Unis. Et je suis parfaitement d'accord. Vous savez, cette histoire de mosquée, ça se passe depuis très longtemps. Dans les années 90, quand j'étais à New York, déjà, nous connaissions pas mal de mosquées à Chicago, ailleurs, qui ramassaient des fonds pour le Hamas et pour la lutte du Hamas. Les fonds venaient surtout des États-Unis. Donc, il y a des sympathisants et il y a des points faibles à l'intérieur des États-Unis. Et lorsqu'il y a eu des attentats, déjà en 93 et même plus tard, il y a eu des problèmes dans le FBI parce qu'ils avaient pas mal de renseignements en arabe, mais ils n'avaient pas suffisamment de traducteurs ou de personnes qui pouvaient comprendre ces documents. Donc, maintenant, je crois que l'évidence est là et qu'ils devront changer non seulement de tactique, mais de stratégie. Oui, je voulais signaler simplement le fait que le Pew Institute, qui est un institut très sérieux de recherche, a montré que 15% des musulmans américains de moins de 30 ans pensent que, de manière occasionnelle, on peut commettre, on légitime les attentats suicides pour défendre l'islam. Donc c'est un phénomène massif. On parle d'un phénomène massif. Si vous avez environ 3 millions de musulmans aux États-Unis, quand il y a 15% par rapport à la jeunesse et 6% chez les plus de 30 ans, on arrive à des milliers de personnes. Donc suivre des milliers de personnes, ce n'est pas une solution. La solution de services de renseignement n'est pas une solution. La solution, c'est d'interdire cet enseignement du djihad. Quand vous avez un livre comme celui-ci de Al-Qardawi, qui est le décisionnaire, le maître spirituel des frères musulmans, vendu, le livre le plus vendu après le Coran dans le monde musulman, qui s'appelle « Le licite et l'illicite en islam », et qui dit
les savants en jurisprudence ne furent pas d'accord sur le châtiment que l'on doit infliger. Est-ce que l'on tue l'actif et le passif? Par quel moyen les tuer? Etc. Ensuite, il dit cette sévérité qui semblerait inhumaine n'est qu'un moyen pour épurer la société islamique de ces êtres nocifs qui ne conduisent qu'à la perte de l'humanité. Et dans le droit malékite, par exemple, ce devoir de punir les homosexuels ne se réfère pas uniquement aux musulmans homosexuels, mais aussi aux non-musulmans homosexuels. Donc tant qu'on ne s'occupe pas du problème de fond de cet enseignement, de cet islam qui prône la mort d'individus du fait de leur préférence sexuelle, on est dans un problème qui est très loin d'être résolu. Je crois que c'est contraire à l'esprit et à la Constitution américaine. Il n'y a pas moyen d'interdire l'instruction ou la lecture d'un livre. Vous voyez ce qui s'est passé en Europe, ce qui se passe maintenant en Europe avec le livre de Hitler, avec Mein Kampf. Est-ce qu'il y a moyen de l'interdire? Non. Oui, mais à ce moment-là, ils resteront avec une constitution, mais sans tête pour pouvoir la lire. Non, mais je m'excuse, monsieur. La vérité, c'est que on voudrait bien, mais je ne crois pas que ça peut arriver dans des pays libres qu'on ne permette pas aux gens de lire un livre. Ça s'est produit chez les nazis, ça ne se produit plus aujourd'hui. Non, mais c'est pas ça qu'il s'agit. C'est pas ça qu'il s'agit. Prenons par exemple en Europe, en France, on n'a pas le droit d'enseigner l'appel au meurtre. On ne peut pas enseigner l'appel au meurtre. Oh, là, on appelle au meurtre. Là, vous avez un livre qui est vendu à la FNAC et sur Amazon qui appelle au meurtre. De quoi on parle? Le fait de lire des livres théoriques qui parlent que c'est une abomination, que la personne mérite la mort, etc., ça c'est une chose. Mais le fait qu'on appelle au meurtre, ça c'est complètement autre chose et c'est interdit à mon avis dans toutes les constitutions des pays libres. Ce n'est pas interdit dans toutes les constitutions, mais je crois qu'il doit y avoir des groupes qui peuvent faire pression pour ce que s'il y a de l'incitation, ça ne soit pas diffusé. C'est tout ce qu'on peut faire, je crois. Merci en tout cas Colette Avital, merci à vous Ephraim Herrera. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le djihad de la théorie aux actes, consacrés donc justement à ce phénomène. On parlait des ratés peut-être de l'enquête, ou en tout cas de la surveillance du FBI aux États-Unis. Eh bien, c'est justement ce que nous raconte maintenant Charlotte Hauser. Le FBI a confirmé l'identité du terroriste, Omar Sédic Mateen. Avant son passage à l'acte, l'homme a composé le numéro d'urgence 911 pour annoncer qu'il avait prêté allégeance à l'État islamique et fait référence au frère Tsarnaev, auteur des attentats de Boston en 2013. Dans un communiqué, Daesh a revendiqué l'attaque et qualifié Omar Sédic Mateen de soldat du califat. L'enquête va désormais devoir éclaircir ses liens effectifs avec l'organisation terroriste djihadiste et déterminer si l'homme a agi seul ou s'il a reçu des instructions. Omar Sédic Mateen était connu des services de renseignement américains. S'il n'avait pas de casier judiciaire, il avait pourtant déjà été interrogé par le FBI à plusieurs reprises, en 2013 et 2014, en raison de ses présumées sympathies islamistes. Le FBI a d'abord pris connaissance de Mateen en 2013 lorsqu'il a tenu des propos suspects auprès de ses collègues. Des propos qui pouvaient indiquer de possibles liens avec des terroristes. Le FBI a procédé à une enquête minutieuse en auditionnant les témoins, en effectuant une surveillance physique et en vérifiant son casier judiciaire. À la fin de l'enquête, Mateen a été auditionné à 2 reprises. Finalement, il n'était pas possible de vérifier le fondement de ses propos et l'enquête a été classée. En 2014, Mateen a de nouveau attiré l'attention du FBI en raison de possibles liens avec Monaro Abu Salha, un kamikaze américain. Nous avons établi que le contact entre les 2 hommes était minime, qu'il ne constituait pas une relation importante et ne posait aucune menace à cette époque. Mateen a à chaque fois été relâché, il n'a jamais fait l'objet d'une surveillance particulière. Même s'il a été auditionné 3 fois par la police fédérale, le terroriste a pu acheter ses armes dans un magasin sans se cacher. Lors de l'attaque, il était muni d'un fusil d'assaut de type AR-15, d'une arme de poing et d'un dispositif suspect dont la nature n'a pas encore été établie. Laxisme des autorités ou réelle absence de menace au moment des faits, l'enquête, ouverte dimanche pour acte de terrorisme, devra apporter les réponses. Voilà, on marque une pause dans un instant. Suite du journal, on ira en Israël notamment, et tout de suite.